PACA. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec grand plaisir que je représente aujourd'hui Michel Vauzel, président de région, pour l'ouverture de cette journée régionale dédiée aux familles et à l'autonomie des jeunes. Depuis plusieurs années, vous le savez, la volonté de la région est d'œuvrer en faveur de la famille. Elle s'est concrétisée par un partenariat URAF-PACA afin de développer chaque année une action en faveur des familles en situation de précarité. En 2010, le thème du vieillissement avait été abordé du point de vue des solidarités intergénérationnelles et familiales. En 2011, par le développement durable, et en 2012, année européenne du vieillissement actif, par la solidarité entre les régions. En 2013, cette journée régionale s'inscrit parfaitement dans les orientations régionales, la jeunesse. J'y viens. Je remercie tout particulièrement l'Union régionale des associations familiales, Madame la Présidente, de la région, pour l'organisation de cette journée, ainsi que l'ensemble des intervenants et participants présents au déroulement des travaux. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est engagée aux côtés de la jeunesse. Elle y consacre la moitié de son budget. Depuis 1998, la jeunesse est au cœur des politiques régionales. Les aides et accompagnements en faveur des jeunes sont divers, avec pour objectif la réussite pour toutes et tous et l'ouverture vers l'autonomie. Cela concerne tant l'amélioration des conditions de vie et d'études des jeunes que l'accompagnement dans leur scolarité, dans leurs projets professionnels et personnels. Par notre programme Génération Région, nous apportons aux jeunes une réponse à bon nombre de leurs attentes et besoins. Cela se concrétise par un accès à la culture facilité avec le Pass Culture. Également un accès à la santé, notamment via la prévention avec le Pass Santé. Une baisse du coût du transport, par exemple avec la carte Zou, dont 40 000 jeunes bénéficient. L'achat également par la région des livres scolaires pour les lycéens et apprentis, des tarifs réduits pour les demi-pensions, les premiers équipements pour les apprentis, pour 11 000 foyers, de nouvelles priorités telles que la réussite pour tous et la mobilité. Dans une société où le diplôme reste le meilleur vecteur d'insertion professionnelle, il est essentiel de permettre à chacun et chacune de pouvoir élever son niveau de qualification et d'améliorer ainsi son insertion sociale et professionnelle. L'objectif est d'assurer la réussite de tous les jeunes en faisant en sorte que chacun, chacune, quelle que soit son origine sociale, son origine géographique, puisse accéder au niveau de qualification le plus élevé possible par la voie qu'il a choisie. Le jeune doit être partie prenante de son orientation. À ce titre, la région et l'État, monsieur le représentant du préfet, travaillent activement pour favoriser la construction de parcours professionnels éclairés pour chaque jeune du territoire régional. Cela passe par un accès facilité et plus lisible à l'information sur les métiers et les formations, ainsi que par une découverte du monde économique et professionnel. Pour la région, les jeunes doivent être au cœur des projets. Concrètement, les rendre acteurs du processus, leur offrir l'occasion de prendre des responsabilités, nous le verrons aujourd'hui, en favorisant leur autonomie et leurs initiatives, promouvoir leur engagement, participation, information, volontariat et encourager leur participation dans le débat public. La région a d'ailleurs consacré depuis 1999 des fonds également sur la mise en place d'un conseil régional des jeunes. Cet espace de consultation permet aux 123 jeunes par an qui le composent d'être écoutés, de conseiller sur les sujets qui les concernent et de les impliquer dans l'élaboration de certains dispositifs de la politique régionale. Dans le prolongement, une conférence régionale de la jeunesse, organisée conjointement, là aussi, entre la région et l'État, doit se tenir courant novembre pour formaliser un plan d'action
partagée en faveur de la jeunesse. Cette démarche conjointe visera à valoriser les partenariats existants et à en optimiser le fonctionnement et ouvrir de nouveaux chantiers communs. Soyez sûrs que la région apportera le plus vif intérêt aux débats qui seront menés au cours de cette journée pour alimenter la réflexion quant à l'élaboration de ces plans d'action. Je souhaite que vos travaux apportent une aide importante à l'ensemble des acteurs institutionnels, associatifs et familiaux. Je souhaite, en mon nom et au nom du président Michel Vauzel, beaucoup de succès à vos travaux. Je vous remercie. Madame la Présidente, non, Monsieur le représentant du préfet. Oui. Bien, Madame la Présidente, chers amis élus, chers collègues, en effet, vous l'avez souligné, c'est au nom de Michel Cadot, préfet de région, que j'ai le plaisir d'être ce matin parmi vous, mais c'est aussi bien sûr en mon nom propre, Jacques Artiot, directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Et dans cette énumération un peu fastidieuse, chaque mot compte. Avant, très sobrement, de vous donner, Madame la Présidente, 2 ou 3 éléments de contexte qui ont à voir avec le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, famille et autonomie des jeunes, je voudrais très simplement dire le plaisir que j'ai d'être ici, au gré des circonstances professionnelles qui auront jusqu'à présent jalonné ma carrière, tant au niveau départemental que régional, tant du côté des collectivités que du côté de l'État. J'aurais décidément beaucoup côtoyé les UDAF, et en particulier les UDAF de cette région, et j'ai de ce fait le sentiment d'être en quelque sorte, sinon tout à fait dans mon jardin, en tout cas avec des amis et des partenaires de longue date. Alors, 2 ou 3 éléments de contexte. D'abord, vous venez d'y faire allusion, Madame la Présidente. Ce sujet que nous allons évoquer ce matin, il est, j'allais presque dire, 4 fois transversal. De mon point de vue, il l'est parce que, bien entendu, vous l'avez compris, je représente le préfet de région et ma direction régionale, mais le sujet de l'insertion des jeunes et l'autonomie des familles ne saurait être réduit à la seule dimension cohésion sociale. Il est, du point de vue de l'État, complètement interministériel. Et d'ailleurs, j'ai bien compris que tout au long de cette journée s'exprimeraient notamment des collègues de la DREAL. Il y va de la question du logement des jeunes, de la directe, il y va de la question de l'emploi. Il est donc interministériel. Il est aussi tout autant régional que départemental. Et dans la même veine, des collègues de l'échelon départemental s'exprimeront, qui ont pour eux la chance d'être dans une logique de proximité immédiate, et c'est peu dire qu'elle est précieuse, cette proximité, quand il est question, par exemple, de logement ou du grand sujet qu'on appelle AHI pour accueil, hébergement, insertion. Il est transversal aussi, Madame la Présidente, vous l'avez souligné, c'est essentiel en ce sens qu'il est partagé avec le Conseil régional, et d'ailleurs, et j'y reviendrai, sur la thématique des jeunes en général. En effet, on est dans une logique contractuelle de partenariat, de co-construction, comme on dit maintenant, des priorités que l'on partage. Et puis, il est transversal parce que rien ne se ferait, vu au sens large des pouvoirs publics, si on ne considérait pas le fait associatif, si on ne rappelait pas que sur le terrain, concrètement, la maîtrise d'œuvre, mais l'expression n'est pas forcément très à droite, en tout cas l'exercice effectif, la mise en œuvre effective des politiques publiques, elle est d'abord le fait du réseau associatif, et c'est peu dire qu'il est puissant dans cette région, particulièrement quand on évoque la question des jeunes et des familles. Voilà, donc un sujet qui est évidemment partagé et que, au premier chef, Madame, on partage bien entendu avec vous. Dans ce contexte-là, dans cette espèce de tonalité générale, de bruit de fond en quelque sorte qui est essentiel, 2 ou 3 éléments de contexte, et le plus important, vous l'avez dit, c'est ce que l'on est en train de construire en matière de priorité pour la jeunesse en PACA. Tout a commencé par un comité interministériel de la jeunesse qui a initié au niveau national un plan des priorités pour la jeunesse, et ce plan a été en quelque sorte territorialisé, en ce sens que, s'agissant du préfet de région, il a été adopté, décliné à l'échelon régional, et puis sur votre proposition, effectivement, sera bientôt partagé dans une démarche contractuelle. Vous les connaissez, mais dès qu'il est question de la jeunesse et des familles, on a quelques priorités évidentes. La plupart d'entre elles viennent immédiatement à l'esprit. Il est évidemment question d'éducation, d'orientation, d'emploi, de logement, de santé.
Ceci paraît effectivement évident et j'imagine qu'on aura l'occasion d'évoquer ces différents items. Mais il est aussi important qu'on se dise que dès qu'il est question de priorité pour la jeunesse, il faut parler d'engagement. L'engagement, notamment avec le bel outil que représente le service civique. Il faut parler mobilité, et avec le Conseil régional, on partage l'ambition d'animer une plateforme mobilité qui permettrait de mieux faire reconnaître toutes les vertus, y compris en termes d'insertion sociale qu'on peut prêter à la mobilité, alors professionnelle, géographique, dans l'espace européen, certes, hein, vous connaissez le sujet Erasmus, mais ici, dans cette région, dans l'espace euro-méditerranéen. Et puis, il faut parler de l'accès au sport, de l'accès à la culture, de l'accès aux loisirs, tous sujets qu'on partage également et dont on a bien montré qu'ils étaient de vrais outils de cohésion sociale. Alors voilà, donc une ambition nationale majeure, déclinée au niveau territorial et dans cette déclinaison partagée avec le Conseil régional et pour laquelle on compte sur le concours du réseau associatif, bien plus que le concours, l'engagement qui, parfois d'ailleurs, a pu précéder celui des pouvoirs publics sur ces thématiques. Plus ponctuellement, en quelque sorte, en tant que directeur régional jeunesse et sport et cohésion sociale, je suis attributaire, en quelque sorte, d'une directive nationale d'orientation. C'est la feuille de route, comme on dit maintenant, des ministres dont relève ma direction, et cette feuille de route, cette DNO, Directive nationale d'orientation, elle évoque 2 ou 3 sujets qui ont à voir avec ce que je viens d'évoquer et dont je veux dire un mot. D'abord, sur le champ de la jeunesse et des sports, la ministre s'apprêtera, parce que pour l'instant ce document n'est encore qu'à l'état d'ébauche, il n'a pas encore été signé, c'est pourquoi je ne devrais peut-être même pas m'en prévaloir, s'apprêtera à rappeler avec force que le sport est un outil de cohésion sociale et que, s'agissant de l'insertion des jeunes dans la société, s'agissant de leur trajectoire vers la citoyenneté, comme on dit maintenant, c'est pas seulement certes, mais en tout cas aussi par le sport qu'on contribuera à consolider cette trajectoire. Et puis dans le domaine de la cohésion sociale, le même document, cette directive nationale d'orientation, rappellera bientôt qu'on a à nouveau un vrai devoir partagé, s'agissant du grand sujet de l'hébergement et du logement, hein, le sujet dit accueil, hébergement, insertion, que lui aussi, bien sûr, on partagera avec vous et avec les conseils généraux, qu'on a le devoir de finaliser dans le champ de l'hébergement social des plus démunis la stabilisation du dispositif. Hein, on a parlé, expression peut-être un peu, comment dire, impropre, de fin de la gestion au thermomètre de l'hébergement d'urgence. On a effectivement désormais les moyens, y compris pécuniaires d'ailleurs, hein, d'apporter une réponse concrète aux besoins de l'hébergement social des plus démunis. Et puis on parlera bien sûr, alors avec de la part des services de l'État peut-être un peu plus de retrait, parce qu'on n'est pas directement au front de la grande question du handicap. Et s'agissant des familles, et en l'occurrence ça nous vaudra peut-être de nouveaux débats, comme vous le savez, c'est désormais les caisses d'allocation familiale qui sont d'abord sur le terrain dans le cadre d'une convention d'objectifs et de gestion, d'une COG. L'État, c'était déjà vrai, mais plus que jamais à partir de l'année prochaine, confiera assez largement au CAF le sujet familial au sens large et plus ponctuellement, s'agissant de ce qui me concerne, en tout cas, toute la question des réseaux et des systèmes d'écoute et d'orientation. Voilà 2 ou 3 éléments de contexte, Madame la Présidente, que je voulais rappeler et qui confirment que sur les questions qu'on va évoquer ce matin, sans aucun doute possible, nous sommes ensemble. Merci. Madame Lagrange, présidente de la commission formation et apprentissage et représentante de Monsieur le président de région, Monsieur Cartier, Cartiot, directeur régional de la jeunesse et sport, qui représente donc Monsieur le préfet de région. Pardon. Mesdames et messieurs les élus, Madame, Monsieur, chers amis. 4 piliers structurent profondément notre société, la famille, l'emploi, le logement, la santé. Ces questions nous concernent tous, mais prennent un relief particulier lorsqu'elles sont posées pour nos jeunes. 3 de ces questions sont au cœur de nos réflexions de ce jour, consacrées au thème « Famille et autonomie des jeunes ». L'URAF, avec la région et divers partenaires, a déjà consacré il y a quelque temps un travail sur la santé des jeunes. Aujourd'hui, d'autres dossiers importants, portés par le mouvement familial au quotidien, nous réunissent.
le logement des jeunes, l'emploi, leur formation et leur autonomie. Mais pourquoi porté par les familles? Ou plutôt, comment? Comment les familles peuvent-elles soutenir les jeunes face à la crise économique et sociale? Quelle solidarité nouvelle développent-elles en direction de leurs jeunes? Et comment compensent-elles, quand elles le peuvent, l'insuffisance des aides publiques en matière de logement, d'insertion, d'autonomie? En fait, la question centrale est: à quoi sert la famille dans ce processus d'autonomie? C'est à travers notre pratique que nous allons essayer d'apporter des réponses. La famille, il me semble, c'est déjà la gare de départ, puis le centre d'aiguillage qui doit permettre aux jeunes de conquérir son autonomie. Cependant, bien qu'elle soit parfois le dernier rempart quand toutes les portes ont été explorées, il est important qu'elle puisse trouver des soutiens dans cet accompagnement. C'est pour cela qu'un besoin permanent de collaboration et de partenariat est nécessaire. Les interventions d'aujourd'hui nous éclaireront sur comment les acteurs institutionnels, les pouvoirs publics, les associations peuvent-ils aider les jeunes dans leur démarche vers l'autonomie, comment les familles peuvent-elles garder ou trouver leur place dans cet accompagnement, et encore, comment les jeunes appréhendent tout cela. Il appartient au mouvement familial d'impulser des nouvelles pistes de réflexion et de proposer des actions innovantes dans la recherche et la mise en œuvre des politiques spécifiques. Les actions menées par l'UNAF et les UDAF sont éclairantes et montrent aussi comment des jeunes peuvent se prendre en charge. Les témoignages de cet après-midi vous donneront des bases plus concrètes à ce que je viens de vous dire. Nous souhaitons, avec d'autres, mobiliser les acteurs jeunesse de la région. Cette démarche, vous y participez tous à un titre ou à un autre. Nous vous avons invité et sollicité et vous avez répondu présent. L'importance et la qualité des participants, que je remercie chaleureusement en mon nom et en celui du conseil d'administration de l'URAF, montrent l'actualité et la prégnance des questions qui seront abordées tout au long de cette journée qui s'annonce dense et riche. Je conclurai par un merci particulier à M. Michel Vauzel, président de la région, qui a toujours su nous écouter et nous accompagner, nous, mouvement familial, et plus particulièrement l'URAF, notamment dans le cadre de conventions de partenariat qui nous lient. Nous connaissons effectivement les politiques régionales en faveur de la jeunesse et nous avons tant à faire ensemble pour faire avancer les choses. Merci également à Monsieur le Préfet de région et aux différents services de l'État qui nous accompagnent aujourd'hui tout au long de notre action. Merci à nos partenaires et qu'il me soit permis un salut plus particulier envers les caisses d'allocation familiale qui sont un petit peu de la famille. Hein. On dit souvent que ce sont des membres éloignés de la famille, du mouvement familial. Merci à tous, très bonne journée. Et je passe maintenant la parole à Madame Marsiquet qui va avoir la mission d'animer cette journée. Merci beaucoup. Bonjour. Merci, mesdames, messieurs. Nous voici réunis donc pour une journée d'échange et de travail très dense. Vous avez eu le programme dans vos pochettes, autour d'une question qui, comme nous l'avons compris dans les interventions d'ouverture, fédère un très grand nombre d'acteurs, et ce qui peut expliquer que nous aurons beaucoup de monde autour de cette table au cours de notre journée. Nous avons choisi dans le programme d'essayer de laisser un maximum de temps à la salle pour que vous puissiez vous exprimer, questionner, revenir sur les interventions. Cela nous amène donc à une grande exigence de rigueur envers nos intervenants, tenus jusque-là et je vous en remercie. En effet, nous avons posé des règles du jeu extrêmement contraignantes, qui sont des interventions très courtes, qu'elles soient en tribune ou en salle, de manière à laisser la place aux échanges. 2 mots sur les déroulements de la journée que vous avez dans vos pochettes. Ce matin, 2 interventions d'éclairage, et je vais appeler tout de suite en tribune Madame Lorcerie et Monsieur Jean-Christophe Charles Dudros pour faire ces interventions. Éclairer et ouvrir le questionnement, mais aussi objectiver quelques-unes des représentations que nous pouvons avoir des jeunes dans notre région avec l'intervention du DROS. Puis, dans la journée, 2 tables rondes ou ateliers thématiques, logement ce matin, formation et emploi à la reprise cet après-midi,
avec, vous l'avez vu, un jeu d'intervenants qui seront à la fois en tribune et en salle pour témoigner de leurs expériences. Entre les deux, de 12h30 à 14h, un buffet vous sera servi ici même. Et puis, après la table ronde sur formation et emploi, l'expression du réseau UNAF, URAF, UDAF sur ce qui se passe aujourd'hui dans le réseau, avec des éclairages de plusieurs départements et le point de vue des études et de la recherche au niveau de l'UNAF. Alors justement, pour commencer, nous avons aussi des jeunes, plein de jeunes sur le terrain, et je vais demander à Jean-Baptiste Davio de venir. Je ne suis pas habituée à cette configuration et je ne vois pas où sont les intervenants. Je me lève. Donc à Jean-Baptiste de venir, puisque nous aurons tout au long de la journée des ponctuations audiovisuelles qui ont été préparées par le collectif Action Jeune de l'UDAF de Vaucluse, dont Jean-Baptiste Davio est le référent. Donc je vais lui laisser la parole tout de suite pour qu'il nous dise 2 mots du collectif et qu'il lance le premier petit film 2 minutes 50 pour vous mettre en appétit. Je lui demanderai, ainsi qu'à ses collègues, de revenir tout au long de la journée puisqu'ils ont fait des micro-trottoirs qui ouvriront nos ateliers et puis on leur laissera une place dans le troisième atelier dans l'après-midi. Voilà. Jean-Baptiste, à vous. Vous n'avez pas de micro, alors il n'est pas ouvert. C'est bon? Excusez-moi, je ne suis pas habitué. Alors, donc je disais, je suis représentant de l'UDAF de Vaucluse et je suis référent du collectif Action Jeune qui fait partie du pôle jeunesse de l'UDAF de Vaucluse. Et donc, en fait, le Vaucluse, c'est un département où la jeunesse est particulièrement touchée, au niveau régional, mais au niveau national également. Et suite à ce constat, en fait, l'UDAF de Vaucluse avait décidé en 2010 d'organiser une conférence de la famille pour justement aborder cette thématique. Et il en est ressorti, il a émergé le collectif Action Jeune de cette conférence de la famille. Alors le collectif Action Jeune, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la volonté de donner des moyens aux jeunes de se faire entendre, d'exprimer leur voix et de mettre à jour leurs initiatives. On a une petite vidéo, on sait que la vidéo c'est un moyen qui parle beaucoup, donc on aime bien en me présenter, qui présente le collectif. Donc je vais vous la montrer et après je rajouterai un ou 2 mots dessus. Alors. Le collectif Action Jeune est un groupe de travail réunissant des associations œuvrant autour de la jeunesse et de la culture, des partenaires institutionnels et des partenaires techniques, ainsi que des jeunes vauclusiens de tous horizons, étudiants, services civiques, jeunes actifs, demandeurs d'emploi, bénévoles, afin d'aborder ensemble, de manière novatrice et créative, les problématiques de la jeunesse. Emploi, autonomie des jeunes, santé et citoyenneté. Les objectifs et les enjeux de ce collectif sont multiples. Il tente à mobiliser ou remobiliser les jeunes à travers des projets communs et solidaires. Ces actions, l'accompagnement proposé, l'entraide et la responsabilisation sont autant de moyens qui permettent aux jeunes de faire évoluer leur projet de vie tout en contribuant à leur développement personnel. Cela favorise l'émergence de projets qui peuvent évoluer au-delà du collectif et conduire vers l'insertion professionnelle. Le groupe de reporters de la Canaille TV, qui va prochainement prendre le statut d'association, en est un exemple concret. Le collectif se veut à l'image des jeunes qui le composent, convivial, agréable, utile, dynamique, impliqué.
Et cela se ressent dans les événements organisés chaque mois, qu'ils soient musicaux, engagés, culturels ou encore ludiques et sportifs. Le collectif Action Jeunes, un mouvement qui propose des actions par les jeunes et pour les jeunes. Voilà. Donc, en gros, le collectif, c'est un groupe de travail qui, comme c'est précisé dans la vidéo, regroupe des associations, mais aussi des individus qui peuvent ne pas avoir de statut particulier. Et c'est vraiment très large. On a voulu que ce soit vraiment représentatif de la jeunesse. Donc, on a fait attention à ce qu'il soit composé d'étudiants, d'actifs, de jeunes en recherche d'emploi, de jeunes qui étaient dans des situations peut-être plus difficiles que d'autres, mais d'avoir une réelle mixité dans ce collectif et vraiment de pouvoir faire émerger les projets de chacun en mutualisant les compétences et les moyens. Et il s'est retrouvé qu'il y a une réelle émulation. Ce collectif est vraiment actif depuis septembre dernier, septembre 2012. Et il y a une réelle émulation qui s'est créée. Il y a vraiment des belles choses qui se sont mises en place. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment le point de vue des jeunes sur certaines thématiques qui ne sont pas faciles à aborder d'habitude. Emploi, citoyenneté, c'est des thématiques un peu rébarbatives pour la jeunesse, on aurait tendance à penser. Et pourtant, on a vu qu'il y avait de réels projets, on verra un peu plus cet après-midi ou en introduction des ateliers qui vont avoir lieu. Il y a vraiment quelque chose de créatif qui est ressorti, une vision vraiment des jeunes sur ces points de vue. Et on a vu qu'ils pouvaient être vraiment intéressés, impliqués sur ces sujets-là. Dans une période où on pensait que l'engagement des jeunes, l'intérêt pour la citoyenneté était en baisse constante, et ben on voit qu'il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment une attente des jeunes. Et autour de ces sujets, il y en a d'autres qui ont émergé. J'ai entendu parler de la mobilité notamment. C'est une thématique qui a émergé des jeunes, qui est venue des jeunes et qui a vraiment pris une place importante dans le collectif, donc sur l'information jeunesse, les dispositifs de mobilité pour les jeunes. Il y a vraiment une plateforme qui s'est créée, quelque chose où vraiment les jeunes se sont reconnus. Et il y a bien sûr toujours l'aspect festif, mais je pense que c'est important aussi pour que les jeunes se reconnaissent, intégrer cet aspect festif sur des thématiques plus sérieuses et à partir de là, réussir à vraiment créer quelque chose. Donc voilà, je ne vais pas être trop long, on m'a demandé de ne pas être trop long et je vais laisser la parole à Véronique Marsiquet. Je vous remercie. Merci. Merci. On vous retrouvera donc tout au long de la journée avec votre complice Romain Deldon pour les illustrations et puis pour une prise de parole de nouveau cet après-midi. En tout cas, ce que l'on voit d'ores et déjà, c'est qu'il y a un recoupement très net des vocables utilisés dans les allocutions d'ouverture et dans le propos du film. On retrouve ces questions d'engagement, de logement, de santé, d'emploi, mais aussi de mobilité. Jean-Baptiste vient de le dire. Donc, je pense que ce seront des jalons pour la journée. Merci beaucoup. Je vais demander à Madame Lorcerie de bien vouloir nous rejoindre en tribune, s'il vous plaît, et à Jean-Christophe Charles de bien vouloir rejoindre le pupitre, puisqu'il aura besoin, lui, d'un PowerPoint, pour que nous continuions ces présentations. Alors, j'ai dit intervention d'éclairage. Madame Lorcerie, vous pouvez, mais vous aurez un micro. Vous préférez être en pupitre ? Allez, si vous préférez être en pupitre, Monsieur Charles, alors, désolé, on va mettre Madame Lorcerie devant le pupitre. Merci. Donc, vous êtes directrice de recherche au CNRS, Université d'Aix-Marseille, et vous avez accepté, je vous en remercie, d'ouvrir nos débats en brossant à grands traits, sommes-nous convenus, la problématique de l'autonomie des jeunes à partir des questions sociologiques et politiques qu'elle pose. Donc, je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes environ, et vous pourrez revenir par des questions sales sur cette intervention. À vous. Voilà. Je remercie d'abord les organisateurs de m'avoir invité à prendre la parole aujourd'hui devant vous. Je reconnais là quelques étudiants que j'ai à l'IEP avec Raoul Stiwi et c'est comme ça qu'est arrivée cette invitation. J'ai déjà entendu depuis ce matin des mots, des lignes d'action qui vont en fait se retrouver dans les quelques points que j'ai prévu de vous exposer. On m'a demandé donc
de réfléchir avec vous sur la façon dont, d'un point de vue plus universitaire, les questions d'autonomie des jeunes sont posées en politique et en sociologie. Alors, la première question qui est posée, là, je soulèverai 3 points rapides en essayant de gérer mon temps, qui va courir vite. La première question qui se trouve posée dans la littérature, c'est de qui on parle, qu'est-ce que c'est qu'être jeune, de qui parle-t-on. Et je dirais, tiens, j'ai oublié de... C'est pas grave. Le journal Le Monde, tout récemment, nous a donné du grain à moudre à ce sujet en publiant dans une même édition, celle du 8 octobre, datée du 8 octobre, 2 grandes pages consacrées aux jeunes et qui font justement, qui balisent assez bien le terrain pour nous. Une des pages s'intitulait « Rester ou partir à l'étranger » et c'était le résultat d'une enquête approfondie de ce qu'ils appellent la promo 2012 du Monde Académie, c'est-à-dire des jeunes qui ont été retenus pour faire leurs premières armes de journalistes dans les salles de rédaction du Monde et de quelques autres journaux. Et ils ont enquêté de façon très approfondie sur les jeunes qui partent à l'étranger, qui font leur vie à l'étranger après leurs études. Et on apprend que Marion, Laura, Mehdi, j'avais prévu de vous lire quelques trajectoires de ces jeunes, tout à fait intéressantes, les uns à New Delhi, à Buenos Aires, en Chine, etc., et qui, là, avec un capital culturel lié à leurs études, mais sans capital social, sans réseau, se mettent à inventer des façons de vivre et avec un esprit d'entreprise assez remarquable, trouvent, disons, leur chemin à l'étranger. Et c'est des jeunes qui, dans l'ensemble, dénoncent le poids du diplôme sur les parcours d'insertion en France et qui donc se retrouvent à l'étranger dans une relative liberté d'inventer leur vie, qui n'était pas le cas en France. Alors, ils ont bénéficié de dispositifs d'action publique, par exemple, le permis vacances-travail. J'apprends dans cet article que 30 000 départs par an se font avec ce permis vacances-travail qui permet à des jeunes donc de partir en vacances à l'étranger et éventuellement donc s'ils peuvent de commencer à y travailler. Ou encore le contrat volontaire international en entreprise, VIE, qui là aussi permet d'expérimenter quelque chose d'autre que chez soi. Ça n'est pas toujours des success stories, mais il y en a beaucoup et c'est assez intéressant. Dans la même livraison du Monde, du 8 octobre, on trouve une grande page encore sur les contrats d'avenir. Et elle est intitulée « La fierté retrouvée des jeunes en emploi d'avenir » et sous-titre « Après une scolarité ratée, Alison, Hadija, Antonio ont le sentiment d'être enfin sortis d'affaires ». Et là, on apprend que le contrat d'avenir, la formule du contrat d'avenir qui a mis du temps à démarrer, qui prévoit donc de proposer à des jeunes sans capital scolaire, ni économique, ni social, dont l'avenir est assez compromis s'ils ne trouvent pas de soutien, donc un départ dans un espace non marchand, le plus souvent, mais un départ vers l'insertion. 60 000 contrats ont été signés fin septembre et avec l'objectif de 100 000 jusqu'à la fin de l'année. Et la journaliste pensait que c'était un objectif qui devenait atteignable puisque ces contrats, après avoir démarré très lentement, se mettaient enfin à être de plus en plus signés grâce à certains aménagements qui ont été faits dans la formule. En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit là des jeunes qui ne sont pas les mêmes jeunes que ceux dont parle la page « Rester ou partir à l'étranger », mais c'est des jeunes en situation très difficile et que les emplois d'avenir mettent en orbite. J'ai l'impression que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est plutôt les jeunes de deuxième page, la fierté retrouvée des jeunes en emploi d'avenir, que les précédents. C'est donc d'une fraction de la jeunesse, en fait, que nous parlons quand nous nous interrogeons sur l'autonomie des jeunes et la façon d'appréhender cette question en sciences politiques et en sociologie. Alors, de ce point de vue-là, on n'a pas une définition unique de la jeunesse dans la sociologie, mais au moins deux. Au moins deux. La première étant de Bourdieu, qui dit, et ça fait écho aux 2 pages que je viens d'évoquer, qui dit « La jeunesse n'est qu'un mot ». C'est un entretien qu'il consacre à ce thème en 1978. « La jeunesse n'est qu'un mot ».
Il ne faut pas céder à l'illusion essentialiste. Ce n'est pas un âge qui serait, mettons, comme le proposent les statistiques, entre 18 et 30 ans. C'est un état construit socialement et qui est construit dans un rapport de force. Et un rapport de force, bien entendu, la domination qui s'exerce sur la jeunesse et la domination qui s'exerce dans la société en général entre les conflits de classe, donc une domination de classe sociale, et c'est aussi une question de domination des générations. Le rapport intergénérationnel est un rapport de force pour Bourdieu. Et les adultes, ceux qui tiennent les places, les établis dans la société, ne sont pas forcément enclins de la même façon dans tous les champs à donner de la place aux jeunes, et c'est une question de champ par conséquent, question de champ de l'espace social. Dans certains endroits de l'espace social, les jeunes ont des places qui les attendent davantage que dans d'autres. On parlait tout à l'heure du sport et de la culture. Bon, dans certains segments du monde de la culture, les jeunes sont bienvenus et sont considérés comme une ressource importante. Ce n'est pas le cas dans d'autres et ce n'est pas le cas dans tous les champs. Donc, pensez aux antagonismes qui structurent finalement la catégorie de la jeunesse. Une deuxième définition est celle de quelqu'un qui aurait dû être là aujourd'hui, qui était pressenti pour venir et qui n'a pas pu venir, et je prends de façon très modeste sa place, c'est Olivier Gallon, qui nous dit: la jeunesse est un nouvel âge de la vie. La jeunesse est un produit des sociétés contemporaines. Il n'y en avait pas dans les sociétés, ou pas comme ça dans les sociétés précédentes. Dans les sociétés contemporaines, la jeunesse est un âge, et qui tend à s'allonger d'ailleurs, entre le moment de l'enfance où l'individu est sous la responsabilité de ses parents, et le moment adulte où l'individu est engagé dans la vie établie de la société. C'est le moment où les différentes dimensions qui sont très cruciales pour la participation à la vie en tant qu'adulte sont en train de se caler, mais ne sont pas encore caractérisées par une stabilité. C'est le logement, et on en a déjà parlé et on va en reparler dans la journée. C'est le travail, essentiel. Et c'est aussi l'équilibre affectif caractérisé par l'union avec un autre individu. On a tendance à voir cet âge s'étirer aujourd'hui. Il y a des allongements de ce temps de moratoire entre le moment qui précède le moment où les jeunes vont trouver une forme de pérennité dans logement, travail et union, et qui caractérisera l'âge adulte. Cette façon d'appréhender les choses, la jeunesse, est critiquée. Elle a été critiquée, par exemple, dans un rapport que plusieurs d'entre vous avez lu, je pense, c'est le rapport Charvet de 2001, qui n'est pas d'accord avec cette façon, justement, trop essentialiste à son goût, de voir la jeunesse, et qui ne permet pas de penser le problème de la jeunesse dans l'action publique. Néanmoins, c'est assez intéressant de se dire qu'effectivement, il y a là un ensemble de calendriers de vie dont les différentes dimensions doivent finir par converger vers la stabilisation. Et la jeunesse, c'est ce moment, on peut dire, c'est le moment de l'insertion, c'est le moment de la recherche d'emploi, mais aussi de la recherche de logement et de la recherche de stabilisation affective. Alors, un dernier livre dont je voudrais vous parler à ce sujet, pour les approches politologiques et sociologiques de la jeunesse, c'est celui de Cécile Van de Velde, qui s'appelle « Devenir adulte, sociologie comparée de la jeunesse en Europe » et qui fait une comparaison entre différents pays. Ce livre est remarquable en ce qu'il permet de comprendre encore plus à quel point les questions politiques et les questions sociologiques sont intriquées quand on parle de jeunesse. Parce qu'on voit que la façon dont elles se mélangent est également fonction de l'histoire des pays, puisqu'elle varie selon les pays. Et on a, par exemple, elle examine, elle compare Danemark, Royaume-Uni, Espagne et France, et on voit que selon les pays, la façon de changer de la mobilité entre l'âge de l'enfance et l'âge de l'adulte n'est pas du même type, ne se fait pas selon les mêmes étapes, ne se fait pas selon le même calendrier. Elle a pris des éléments d'information venant des panel européen des ménages, les données sont des années 90, donc puis tout à fait actuelles, mais tout de même ça nous donne une idée. Entre 18 et 30 ans, ce sont 42% des Danois qui sont en situation d'étudiants.
une moitié salariés, une moitié non salariés. Pareil en France, 42% des 18-30 ans sont en position d'étudiants. Mais au Danemark, en même temps on a ces 42% d'étudiants, on a sur cette tranche d'âge 45%, plus de 45% de gens qui sont salariés à plein temps. En France, ils ne sont que 34%. C'est-à-dire qu'on a en France à peu près, du point de vue des étudiants non salariés, 35%, du point de vue des étudiants, des salariés à plein temps, presque le même poids, une distribution des volumes démographiques, si vous voulez, qui est en tension entre étudiants et salariés, avec, entre les deux, différentes positions de gens qui sont au chômage, qui sont inactifs, qui sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation. C'est une nouvelle catégorie de jeunes qui fait converger les intérêts et les dispositions d'action publique qu'on appelle en anglais NEET, N-2-E-T, ni en éducation, ni en emploi, ni en formation. Et c'est sur cela, effectivement, qu'on s'interroge le plus. Ces gens qui sont ni les uns ni les autres, et donc dont le poids varie selon les pays, et qui sont assez importants en France, sont en plus marqués par des origines sociales très, très typées. En France, il faut savoir que ce sont environ 30% ou plus des garçons, le genre a de l'importance dans la matière, des garçons d'origine populaire qui sortent de leur formation initiale sans qualification et sans diplôme, ou au plus le diplôme du brevet des collèges, qui ne compte pas comme une qualification. Donc c'est le tiers de la cohorte des garçons de milieu populaire qui se retrouvent dans cette situation donc de faire l'objet de nos soucis. Et c'est bien d'eux qu'on parle. Alors, l'approche, deuxième point, l'approche des politiques publiques sur cette catégorie de jeunes. Elle a été finalement, cette approche, marquée par l'apport du moment Mauroy-Schwartz en 81. En 81, la France inaugure, avec le rapport Schwartz sur l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, les grandes lignes des politiques qui vont être tenues, qui sont encore tenues et qui vont finalement être aussi partagées par l'Europe, depuis que l'Europe a une politique à ce sujet. Des grandes lignes qui sont, que je vais essayer de résumer rapidement, qui sont l'idée de globaliser les politiques, que la question de la jeunesse doit être reglobalisée dans les politiques pour que l'autonomie justement des jeunes et l'énergie sociale des jeunes puissent être correctement soutenue, accompagnée, et que finalement les politiques publiques et les dispositifs qui sont mis en place pour ces jeunes puissent servir à ce qu'on appelle parfois en anglais encore biographical coping des jeunes, la débrouillardise dans la vie. Mais la débrouillardise dans la vie, c'est un concept, ça devient un concept de politique publique, c'est quelque chose d'important qui est totalement lié à ce qu'on appelle aussi l'autonomie des jeunes, c'est-à-dire qu'elle a la capacité à maximiser, à optimiser les opportunités qu'ils rencontrent. Ces opportunités étant finalement aléatoires et jamais prévisibles, jamais totalement prévisibles. Donc, biographical coping, la débrouillardise dans la vie, ça devient quelque chose qu'on essaie de développer par des politiques qui sont suffisamment orientées et coordonnées globalement pour permettre de servir la formation et l'emploi, de penser logement, mais aussi, et Schwartz y souligne cette dimension, et vous en avez déjà parlé, les jeunes en ont parlé tout à l'heure sur le collectif Vaucluse, le loisir. Le loisir est une des dimensions de la vie des jeunes sur laquelle s'arrête le rapport Schwartz, d'une façon judicieuse évidemment. La santé. Également l'idée que la voix des jeunes doit être entendue, qu'il doit y avoir des espaces dédiés à la parole, des moments dédiés à l'écoute de cette parole des jeunes par les institutions qui se soucient d'eux. Et par conséquent des lieux de rencontre, des moments de négociation,
et des moments également, et c'est une dimension que souligne Schwartz, des moments où, et qu'on vient de voir également dans le cas du Vaucluse, des moments où les jeunes peuvent faire collectif. Il dit que la dimension de solidarité n'est pas du tout accessoire dans la construction de l'autonomie des jeunes. Elle est très importante. Les jeunes doivent trouver confiance en eux et sécurité affective dans le collectif. Il y a une dimension collective importante à trouver dans les politiques qui leur sont destinées. Donc, je passe rapidement sur la vision du problème, donc ni paternaliste, ni sécuritaire, comme ça avait été le cas précédemment, mais humaniste et profondément pragmatique et proactif aussi, en soulignant donc l'importance de l'autonomie et de la communauté pour les jeunes. La méthode, concertation, et décentralisation, les choses doivent se décider au local, sur le territoire, de façon pluridisciplinaire, avec des partenaires qui sont principalement l'éducation nationale et les entreprises. Et à ce sujet, le rapport Schwartz souligne l'importance pour le problème des dysfonctionnements de l'éducation nationale. Et donc la trop grande quantité de jeunes que cette institution produit sans formation. On insiste du point de vue des techniques sur la notion de parcours et sur la validation des acquis. Et bien entendu, le dispositif mis en place à partir de ce premier rapport est le dispositif qui reste encore le cœur de nos politiques dédiées à cette fraction de la jeunesse, c'est les missions locales. Les missions locales sont créées par... l'idée est portée par le rapport Schwartz et elles ont donc connu le succès que vous connaissez puisqu'elles sont toujours là. Elles ont été renforcées, consolidées, rationalisées peut-être. Et finalement, elles se retrouvent en pointe pour la mise en œuvre des politiques incitatives liées à la jeunesse et qui sont maintenant formulées à l'échelle européenne, puisque l'Europe a maintenant des politiques de jeunesse. Elles sont, ces politiques de jeunesse européennes, exactement sur ces mêmes lignes, avec l'idée d'empowerment, de donner du pouvoir aux jeunes, d'écouter leurs paroles, de les mettre en position d'agency, des agents, des acteurs, pleinement acteurs, en essayant de les soutenir dans les projets qui sont les leurs, de susciter des projets, de susciter leur créativité, de tabler sur leurs compétences, etc. Le troisième et dernier point que je voudrais évoquer très rapidement, c'est la question de la façon dont, dans cette perspective de nouvelles politiques, pas si nouvelles que ça en France, puisque donc ça fait maintenant plus de 30 ans que ces idées sont sur la table et sont remoulinées à chaque rapport concernant la jeunesse, c'est la façon d'envisager la participation des jeunes. Cette façon, me semble-t-il, a sensiblement progressé grâce aux expériences qui ont été conduites, mais aussi grâce aux réflexions qui ont été menées par certains sociologues et politologues. Et puisque je suis là pour ça, je voudrais vous en parler. On a longtemps associé, longtemps depuis la Libération, associer l'autonomie des jeunes et l'objectif de soutenir l'autonomie des jeunes, de la nourrir, à la participation. Et à partir de la Libération, on a pensé la participation en termes formels. Participation à des conseils de jeunes, participation à des espaces de décision, et on essayait de créer des dispositifs ad hoc, spéciaux, spécifiques, pour permettre que les jeunes qui, pour une part, n'avaient pas le droit de vote, pour une autre part l'avaient, mais ne participaient pas dans les formes traditionnelles de la représentation, bien pour qu'ils puissent faire entendre leur voix, faire des propositions, essayer de soulever des sujets qui étaient importants pour eux, essayer d'orienter les décisions. Je dirais que ces dispositifs de participation formelle, ils sont importants. On l'a entendu, ils existent toujours et ils permettent sans aucun doute certaines avancées. Néanmoins, ils ne donnent pas totalement satisfaction parce qu'on voit qu'ils posent des problèmes à tous les moments de leur existence. D'abord, le problème de leur composition.
comment avoir quel type de représentativité viser. On voit tout de suite que le point même de la représentativité est d'une certaine façon chimérique. Il ne peut pas y avoir de représentativité d'un corps totalement inorganisé et qui se disperse dans des tas de sous-catégories. La question de la sélection, de la délégation ou de la cooptation des jeunes, donc pour composer ces conseils, pose déjà problème. Pose problème aussi la maîtrise toute relative qu'ils ont des sujets traités, la maîtrise toute relative aussi qu'ils ont du contrôle sur les décisions prises, le caractère ponctuel de la participation qui finit par épuiser les membres et les partenaires de ces conseils. C'est typiquement ce qu'on a. J'ai une dent contre l'éducation nationale, non, pas vraiment, mais je connais bien ce qui s'y passe, et c'est ce qui se passe dans la façon dont l'éducation nationale a mis en place les conseils de la vie lycéenne au niveau des établissements, au niveau de l'académie, au niveau national. Ça n'est pas sans intérêt, mais ça n'est certainement pas la solution définitive, et surtout pas pour les jeunes, la catégorie des jeunes dont on a vu qu'elle était au centre des préoccupations des pouvoirs publics, puisque ces jeunes-là, précisément, ne sont pas représentés dans les conseils. La réflexion théorique a fait des progrès quand on a regardé en termes beaucoup plus interactifs ce qui se passe entre les jeunes et le reste de la société, quand on a eu une approche processuelle de la participation des jeunes et de l'autonomie des jeunes. En fait, on s'aperçoit que là où il y a de la participation d'une certaine façon, c'est à la suite d'un processus qui rapproche les jeunes des institutions, et un processus tel que dans cette démarche, à la fois les jeunes changent d'identité, il y a des transformations identitaires, et les institutions changent également et se rapprochent du service qu'elles doivent rendre. Ça se traduit par la mise en place d'espaces, de moments de rencontre, de paroles, et qui permettent par conséquent, qui donnent des bénéfices dans différentes dimensions. Pour un exemple que je trouve dans la littérature, c'est le travail de Véronique Borde, B-O-R-D-E-S, qui s'appelle « Prendre place dans la cité, jeunes et politiques municipales ». C'est sa thèse qu'elle a faite dans la ville de Saint-Denis, en essayant d'observer l'évolution des politiques municipales de jeunesse dans cette ville, à l'époque où Patrick Boisrezec était maire de cette ville. Et elle voit ce qui s'est passé en particulier lors d'un conflit qui s'est noué entre les rappeurs de la ville, qui opéraient en banlieue, et d'une façon marginale et assez agressive, et la municipalité, qui ne reconnaissait pas ces rappeurs et qui n'entendait pas ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire un lieu pour répéter. La demande par ces rappeurs d'un lieu pour répéter a été la première démarche de ces jeunes pour s'approcher de la municipalité. Et la première chose qu'ils ont reçue de la municipalité, c'est un refus. Il n'y avait pas de place pour qu'ils puissent répéter, rien n'était prévu, et ils n'avaient qu'à participer aux actions jeunesse mises en place par la ville, assez généreusement, puisqu'il y avait un vrai quadrillage de la ville de Saint-Denis, et des banlieues, y compris les banlieues, avec des animateurs jeunesse, etc., une politique assez raffinée qui prenait les jeunes, tranche d'âge par tranche d'âge, et qui leur proposait des activités qui étaient supposées les intéresser, mais les rappeurs n'en voulaient pas. Et Véronique Borde analyse comment finalement le conflit a fini par se nouer et comment dans ce conflit tout le monde a progressé. Tout le monde a progressé parce que les rappeurs ont fini par obtenir gain de cause, avoir un lieu pour répéter, et la mairie a progressé et a bénéficié de ce conflit résolu parce qu'elle a mis les jeunes non pas dans un coin caché des banlieues où ils étaient, mais en plein milieu de la ville, dans un local où il y a des grandes baies vitrées et où, par conséquent, les jeunes étaient obligés, d'une certaine façon, de vivre leur participation au reste de la ville et les autres membres de la ville, les autres habitants, obligés de les voir. Et c'est dans cette espèce de transaction gagnant-gagnant, si vous voulez, mais concédant aussi,
que finalement le problème a été réglé et que la ville a engagé, avec un niveau d'exigence et finalement de satisfaction plus grand qu'avant, une nouvelle politique à l'égard de sa jeunesse. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les conditions dans lesquelles ce genre de conflit peut se nouer, c'est déjà un avantage qu'il se noue, ça nous fait sortir d'une vision irénique de la participation des jeunes. Les jeunes embêtent, les jeunes posent des problèmes, et les jeunes, quand ils posent des problèmes, on a des tas de moyens dans la société des adultes et dans les institutions de s'en débarrasser. Or, si on ne s'en débarrasse pas, on progresse. Voilà ce que nous montre un peu cet exemple. Peut-être que je surgénéralise. Il est de fait que les institutions en général ne sont pas soucieuses, n'ont pas tellement envie de sortir de leur routine pour organiser des moments de rencontre et des moments d'écoute des jeunes qui posent des problèmes, mais ça reste à méditer, et je crois qu'effectivement, des espaces comme celui dont on a parlé tout à l'heure, ou d'autres, je pense à l'Université du citoyen de Jaurès, qui avait été montée à Marseille en 92. Des espaces comme ça permettent de développer des initiatives et de rapprocher mutuellement les institutions et les habitants. C'est très difficile, et je viens de prendre l'exemple de l'Université du citoyen. Dans plusieurs de ses actions, elle a eu plusieurs phases, plusieurs promotions, je dirais, d'université. Dans plusieurs des promotions, il y a eu des échecs, et dans d'autres, des relatifs succès. On a eu un succès aussi dans ce genre-là quand les associations de malades du sida ont obtenu des autorités de santé qu'elles écoutent leurs demandes et qu'elles prennent en compte leurs, entre guillemets, exigences. Les exigences des gens qui n'ont pas de pouvoir ne vont jamais bien loin si les institutions se braquent dans leur propre pouvoir. Mais là, il était question de vie et de mort, et les malades du sida ont donc obtenu satisfaction de ce côté-là. Je dirais que pour terminer sur ce point, de passer de la notion de participation à la notion d'approche participative, un autre intérêt de cette démarche, si vraiment on la vit complètement, c'est de se rendre compte que les jeunes dont on va faire des partenaires ont déjà acquis, avant cela, certaines compétences. Certaines compétences qui restent encore potentielles, qui ne sont pas encore assez actualisées, mais dont la société des adultes pourrait s'emparer pour les affirmer et les mobiliser. C'est ce que montre, encore une fois, le livre de Véronique Borde. Et vraiment, je trouve qu'il est très plein d'enseignements pour des gens qui réfléchissent en termes de politique de jeunesse. Elle montre en effet comment, et ça d'autres sociologues l'ont montré aussi, comment le rap, en tant que pratique contestataire et éventuellement agressive et difficile à supporter par le reste des habitants et des institutions de la ville, est lui-même orienté civiquement. Et le rap est à la fois une pratique, selon elle, autonome et collective. À la fois, le rappeur est l'individu qui fait ses textes, etc., mais il les donne à entendre et il les donne à partager au collectif. Le collectif est très important dans la pratique du rap. Et les thèmes du rap sont beaucoup des thèmes sociaux et politiques. Et par conséquent, la pratique du rap permet aux jeunes de se penser comme des membres de la société, comme des acteurs sociaux, et d'exercer une capacité réflexive importante à l'égard de ce qui leur arrive. Cette capacité réflexive, c'est celle même qui va permettre finalement de se développer en autonomie. C'est celle-là sur laquelle on peut tabler si on veut aider les jeunes à développer leur autonomie. Catherine Delcroix, vous voyez, je vous fais une petite revue de lecture possible là. Catherine Delcroix, dans son travail sur une famille marocaine qui a donné lieu à un livre qui s'appelle « La famille Nour », parle de capital biographique. On va parler du capital social tout à l'heure, de capital scolaire, capital économique. Ces jeunes sont dépourvus de capital social, capital économique, capital scolaire. Mais ils ont
éventuellement un capital biographique. Elle sort ce concept, Catherine Delcroix, en observant comment les gens dans sa famille, la famille qu'elle a observée, il y avait 6 enfants, ont tiré parti de la façon dont les parents, en famille, évoquaient la vie qu'ils avaient eue au Maroc, une vie très difficile, une vie misérable, et les choix qu'ils avaient faits, le père de venir en France, la mère de le rejoindre, etc., etc., et comment ils s'en étaient sortis, le biographical coping, encore une fois, la débrouillardise dans la vie, comment ils s'en étaient sortis. Et d'un point de vue sociologique, dans le regard socio-ethnographique de Catherine Delcroix, ça c'est une ressource, c'est du capital qui vient de rien d'autre que de la vie des gens, une vie difficile, analysée, ou tout simplement parlée, mais quand on parle, on analyse, parlée collectivement. Capital biographique qui permet aux membres de la famille, finalement, de se repérer dans les difficultés qu'ils éprouvent en France et de progresser. Je terminerai là-dessus en disant que Raoul Stiwi me disait en préparant cette journée, le logement c'est très très important bien entendu, l'emploi c'est très important bien entendu, et une note récente de mon collègue Laurent Mucchielli montre à quel point l'emploi est décisif dans la manque d'emploi, dans le fait de passer à la délinquance par exemple. Certains des jeunes qui nous concernent ici passent à la délinquance. Quand ils le font, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas d'autres ressources et qu'ils ont besoin de ressources. Et donc le manque d'emploi est décisif. Et la découverte d'un emploi, l'obtention d'un emploi est non moins décisive pour la sortie de la délinquance. La délinquance, c'est quelque chose qui se passe dans le temps qu'on a appelé tout à l'heure le temps de l'insertion, le temps de l'attente, le temps du moratoire, le temps où on n'a pas ni logement, ni emploi, etc., ferme et stabilisé. Et là, l'emploi, quand on regarde les statistiques, le fait d'avoir un emploi est complètement décisif dans la sortie de la délinquance. Merci, c'est important, Madame Lorcerie. Un petit mot de voilà, conclusion. Je termine en disant... On sent la passion qui vous anime. Et non, ah oui, excusez-moi, j'ai débordé. Non, je voulais dire, pour terminer, donc, que le logement, emploi, important, mais en même temps, très très important, cette idée de ménager des espaces-temps pour soutenir la réflexivité des jeunes à l'égard de ce qui leur arrive, pour leur permettre de prendre les repères, et que là est sans aucun doute la racine la plus décisive de la capacité de débrouillardise dans la vie, d'autonomie, de projet et finalement donc de sortie de la précarité. Je vous remercie et excusez-moi d'avoir déplacé. Merci beaucoup, en effet, de ces éclairages qui sont très très larges et qu'on va retrouver sans doute tout au long de la journée. Alors Jean-Christophe Charles, vous êtes chargé d'études socio-économiques au DROS et il vous revient la lourde tâche de nous livrer en quelques chiffres une analyse de la question des jeunes en PACA à partir d'un excellent travail qui est celui-ci, c'est l'Atlas social régional produit par le DROS que vous avez présenté en ces lieux même au mois d'avril dernier. Alors, délicate mission parce que nous avons également fait attention à ce que votre intervention ne recoupe pas celle de l'Observatoire régional des métiers cet après-midi. Donc, nous passerons ce matin sur les questions d'emploi notamment que nous retrouverons plutôt dans l'après-midi. Voilà. Et puis ensuite, nous aurons l'occasion d'engager le débat avec la salle. À vous. Bonjour à toutes et à tous, merci. Alors, donc effectivement, je vais tenter de vous dresser un portrait social de la jeunesse en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Tenter parce que, comme nous l'a dit Madame Lorcerie, c'est vrai que la jeunesse, c'est une définition qu'on peut appréhender de plusieurs manières. Et en statistique, le problème, c'est qu'on doit avoir une définition très claire, parce que les chiffres se basent sur quelque chose de très défini. Alors, donc la jeunesse, ça ne fait pas référence à une partie de la population qui est très clairement définie. C'est une sous-population dans le sens un groupe au sein d'un tout. Donc, sur une approche démographique, on va appréhender la jeunesse par des tranches d'âge. Mais là aussi, on n'a pas une tranche d'âge spécifique qui désigne la jeunesse. Donc, qui considère-t-on comme jeunes? Les moins de 30 ans, les 15-29, les 16-24, les 18-29, etc. Autant de tranches d'âge possibles. Donc, c'est une approche mouvante selon ce que l'on va chercher à montrer.
Comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de cette présentation, donc je tenais juste à faire cette précision pour vous expliquer pourquoi, quand je vais parler par exemple du RSA jeune, je vais avoir une certaine tranche d'âge qui ne sera pas la même que quand je vais faire un bilan démographique sur la population ou quand je vais aborder un peu la question des diplômes. Donc c'est des définitions qui se basent sur le cadre législatif pour les prestations, le rôle dans la société par rapport aux diplômes, opposition à d'autres populations sur l'aspect démographique. Donc justement, l'aspect démographique maintenant. Alors en 2010, en région PACA, on a plus de 34% de la population qui est âgée de moins de 30 ans, ce qui représente un habitant sur 3, dont la moitié a moins de 15 ans. En 99, cette même part était de plus de 35%. Alors si on regarde le détail par tranche d'âge, ce qu'on peut voir, c'est que la part des 15-29 ans a diminué, et pour deux raisons. On a tout d'abord l'augmentation du nombre de 60 ans ou plus assez important, donc 18% sur la période 99-2010. Et en parallèle de ça, on a une diminution du nombre de personnes âgées sur la même période de 5,8% de personnes âgées entre 25 et 29 ans. En 99, si on regarde le rapport entre les moins de 30 ans et les 60 ans et plus, il était de 1,5 contre 1, c'est-à-dire qu'on avait 3 personnes de moins de 30 ans pour 2 personnes de 60 ans et plus. En 2010, ce rapport est passé à 1,3. Si on extrait de la population des moins de 30 ans les moins de 15 ans, qu'on considère plutôt comme les enfants pour rapprocher notre concept de jeunesse d'aujourd'hui, le rapport sur les 60 ans et plus, il était de 0,8 en 99, il est passé à 0,7 en 2010. Là, je vous propose un graphique qui illustre la répartition par âge de la population en 2010, avec en orange la région PACA, en bleu la France des provinces, donc l'ensemble des régions de province, l'ensemble des régions de France métropolitaine moins l'Île-de-France, en violet la région Languedoc-Roussillon et en vert la région Rhône-Alpes. Alors, deux critères pour ces choix, la proximité géographique d'une part et des caractéristiques spécifiques d'autre part. Pour la région Languedoc-Roussillon, c'est une région qui est fortement touchée par la pauvreté comme la région PACA et qui a un solde migratoire avec notre région sur la période 2003-2008 positif, c'est-à-dire que la région Languedoc-Roussillon sur cette période a gagné 15 000 habitants sur la région PACA. Pour la région Rhône-Alpes, c'est une région qui a un nombre d'habitants élevé comme la région PACA, et le solde migratoire avec notre région, à l'inverse de la région Languedoc-Roussillon, est négatif. C'est-à-dire que la région PACA a gagné 1200 habitants sur la région Rhône-Alpes sur la même période. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Tout d'abord, on voit une répartition par âge en PACA et Languedoc-Roussillon qui est sensiblement identique. Si on compare avec les régions de province, on voit des parts inférieures pour l'ensemble des tranches d'âge, à l'exception des 60 ans et plus, qui sont surreprésentés dans ces deux régions. On voit que cette observation est d'ailleurs nettement plus marquée si on compare avec la région Rhône-Alpes. Donc pour la catégorie qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les 15-29 ans, Rhône-Alpes, c'est 19% de la population et la région PACA, c'est 17%. Alors ici, une pyramide des âges avec en abscisse les effectifs par sexe et en ordonnée l'âge. La couleur orange, c'est la répartition de la population en région PACA en 2010 et en pointillé violet, c'est ce que serait cette même répartition de la population en 2040 selon les projections de l'INSEE. Donc là, on voit très nettement le vieillissement de la population. On passerait d'ici à 2040 d'un habitant sur 4 âgé de 60 ans et plus à un habitant sur 3. En termes d'évolution, pour les personnes âgées de 60 ans et plus, ce serait une augmentation de 47%, quand l'augmentation des 15-29 ans serait de seulement 6,6%. Donc si on zoome sur ces populations, on voit mieux les évolutions. Donc avec la base de la pyramide qui, sans diminuer, n'augmente que très légèrement, par rapport au haut qui s'élargit de telle sorte qu'en effectif, il rattrape la base. Donc si on reprend le rapport que je vous ai parlé précédemment, c'est-à-dire le nombre de personnes de moins de 30 ans sur les 60 et plus, on est à 1,3 en 2010. Selon ces projections, on passerait sous la barre des 1 pour atteindre 0,9. C'est-à-dire qu'on aurait plus d'habitants de 60 ans et plus que de personnes âgées de moins de 30 ans. Et pour les 15-29, de 0,7 en 2010, on passerait à 0,5. Donc on aurait une personne de 15-29 ans en 2040 pour 2 habitants de 60 ans et plus. Donc ça, c'est des estimations qui se basent sur des hypothèses démographiques qui sont liées à la fécondité, à la mortalité et aux migrations. Au jeu des migrations résidentielles entre 2003 et 2008, la région elle a perdu des étudiants et des élèves et elle a gagné des cadres, professions intellectuelles supérieures et intermédiaires.
Donc avec le ralentissement démographique d'ici à 2040 qui est dû au vieillissement de la population et à une perte d'attractivité de la région, les enjeux sont multiples. Quelle politique publique pour préparer ce vieillissement et prendre en compte ces changements? Et comment relancer l'attractivité régionale, notamment auprès de la jeunesse et de ces populations étudiantes qui partent, plus qu'elles ne viennent? Alors justement, par rapport à ces populations, je voulais aborder la question des diplômes dans ces présentations de cadrage. Donc ce qu'on a regardé ici, c'est la part dans la population non scolarisée des 15-29 ans, des personnes sans aucun diplôme d'une part, et diplômées de l'enseignement supérieur d'autre part. Tout ça par sexe. Ce qui ressort ici, c'est qu'on a un peu plus d'une femme sur 5 non scolarisée qui n'a pas de diplôme, contre un homme sur 4. Pour les diplômes du supérieur, ça concerne plus d'une femme sur 3, contre moins d'un homme sur 4. Donc autrement dit, en région PACA, on a des jeunes femmes qui sont plus diplômées que les hommes et qui ont des diplômes plus élevés dans l'ensemble. Si on regarde maintenant ces indicateurs par zone d'emploi, on peut voir de fortes disparités territoriales. Donc ici, 2 cartes à la zone d'emploi avec à gauche la part des femmes non diplômées et à droite la part des hommes non diplômés. On a les zones d'emploi d'Apt, Cavaillon et Orange qui sont celles où la part des jeunes non diplômés est la plus préoccupante pour les hommes comme pour les femmes. A l'inverse, la zone d'emploi de Gap, c'est celle qui affiche le moins de non diplômés, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. Et ensuite, si on regarde Aix-en-Provence et Briançon, on a des taux de non diplômés qui sont relativement faibles chez les femmes, alors qu'ils sont plus importants chez les hommes. Maintenant, je vous présente une deuxième carte avec à gauche la part des femmes diplômées du supérieur et à droite la part des hommes. Sur cette carte, ce qu'on peut voir, c'est que les zones d'emploi d'Aix-en-Provence, Cannes, Antibes et Nice ont des parts de diplômés du supérieur les plus élevées, pour les hommes comme pour les femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder que, hormis pour ces 3 zones, à l'exception de ces 3 zones d'emploi pour les hommes, la part des diplômés de l'enseignement supérieur pour l'ensemble des autres zones d'emploi n'excède pas 25%. Alors que pour les femmes, l'ensemble des autres zones d'emploi ne sont pas inférieures à 25%. Donc on voit bien un décalage entre les par sexe sur la répartition par zone d'emploi. Alors je voulais également aborder dans cette présentation quelques données sur la pauvreté monétaire. Donc on peut la définir ainsi, c'est une personne est dite pauvre si le niveau de vie de son ménage est inférieur au seuil de pauvreté. En 2010, le seuil de pauvreté est fixé à 964 € par mois pour une personne seule. Comme vous le savez peut-être, la région PACA, c'est la 4e région de France la plus touchée, derrière la Corse à 19,7%, le Nord-Pas-de-Calais à 19,5% et la région Languedoc-Roussillon à 19,4%. En région PACA en 2010, ce taux est de 16,3% et en France métropolitaine, il s'élève à 14,1%. Donc là, je vous propose un graphique qui montre cette répartition par tranche d'âge, avec en orange la région PACA et en bleu la France métropolitaine. Donc ce qu'on voit d'emblée, c'est que peu importe le territoire sur lequel on se situe, la part des personnes considérées comme pauvres au regard du niveau de vie de leur ménage diminue avec l'âge. La région PACA, elle se distingue par des taux de pauvreté qui sont plus élevés sur l'ensemble des tranches d'âge, notamment pour les moins de 19 ans, on a un écart de 3,5 points, et ensuite pour les 30-64 ans avec un écart de 2,7. Si on regarde les évolutions depuis 2007 en région PACA et en France, ce qu'on observe, c'est que la pauvreté a plus augmenté en France qu'en région PACA pour l'ensemble de la population. Mais si on regarde uniquement sur la population des 18-29 ans, c'est en région PACA que cette pauvreté a plus augmenté. Donc justement, la répartition par âge du taux de pauvreté en 2007 et en 2010 uniquement en région PACA cette fois. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'ensemble des tranches d'âge sont concernées par la hausse de la pauvreté. Mais cependant, les plus touchés, donc ce sont les 25-29 ans avec 1,2 point d'augmentation, suivis par les 20-24 ans avec 1 point. Alors, on a plusieurs pistes d'explication à ces constats. Des pistes tout d'abord structurelles, relatives aux étudiants. Donc les étudiants qui ont leurs propres foyers fiscaux ont souvent de faibles revenus parce qu'ils ne peuvent travailler à temps plein. Et ceux qui sont toujours rattachés au foyer fiscal de leurs parents sont donc comptés dans le calcul du niveau de vie et le diminuent, ce qui peut aboutir à des situations de pauvreté, de considération de pauvreté. Ensuite, des explications plus conjoncturelles, c'est dans ces âges que souvent débute la carrière professionnelle. On sait que dans les temps actuels, le chômage touche fortement les populations les plus jeunes. Pour ceux qui travaillent, plus souvent on accumule des contrats précaires,
donc contrat à durée déterminée intérim, des salaires qui sont souvent plutôt faibles, des contrats sur des courtes périodes signifient à la fin du contrat un chômage qui n'est pas forcément indemnisé. Donc tous ces éléments pris ensemble peuvent expliquer ces situations de pauvreté monétaire qui touchent particulièrement ces tranches d'âge. Là, je vous propose une carte qui représente la part des personnes pauvres parmi les 18-29 ans dans les départements de France métropolitaine. L'idée, c'est de vous montrer la répartition au sein de la région et de comparer avec les autres départements français. Donc au niveau régional, en PACA, le taux de pauvreté des 18-29 ans, c'est 18,4%. Donc autrement dit, on a près d'un jeune sur 5 en situation de pauvreté en PACA, ce qui représente environ 120 000 jeunes. Ce qui ressort ici, sur une vision globale, c'est d'abord l'ensemble des départements littoraux du Languedoc-Roussillon qui ont tous des taux supérieurs à 21%. Pour la région PACA, le département le plus touché, c'est le Vaucluse, qui apparaît en 10e position des départements de France, avec un taux de 21,4% des 18-29 ans touchés par la pauvreté. Ce qu'on peut remarquer aussi au niveau de la région, c'est la variation des taux entre les 6 départements. Donc ça va de 15% pour les Hautes-Alpes jusqu'à 21,4% donc pour le Vaucluse. Et on a au final 4 des 5 classes qui sont représentées dans notre région, et c'est la seule région de France à afficher une variation des taux de pauvreté aussi importante. Alors, pour lutter donc contre la pauvreté de ces populations, en septembre 2010, le dispositif RSA a été étendu aux jeunes. Les conditions d'attribution, c'est les suivantes: être âgé entre 18 et 25 ans, ne pas avoir d'enfant à charge ou être enceinte, résider en France métropolitaine, et surtout avoir exercé au cours des 3 années qui précèdent la demande une activité pendant au moins l'équivalent de 2 années à temps plein. Donc en région PACA, au 30 juin 2013, on compte près de 600 allocataires du RSA Jeunes. En France métropolitaine, c'est un peu plus de 8000. Donc le graphique ici retrace l'évolution du nombre d'allocataires de cette prestation sur ces 2 niveaux. Il est construit en base 100 au 31 décembre 2010, c'est-à-dire qu'on a fixé l'effectif à 100 à cette date-là et qu'on regarde ensuite trimestriellement les évolutions jusqu'à juin 2013. Donc tout ça pour deux raisons. Ça nous permet de voir les évolutions sur les 2 niveaux et d'avoir une base de comparaison identique pour pouvoir analyser ces différentes évolutions. Donc autrement dit, si on a 100 allocataires du RSA Jeunes en décembre 2010 en région comme en France, au 31 juin 2013, on aurait 130 allocataires en région contre 114 en France. Donc là, on voit bien des évolutions plus fortes au niveau régional qu'au niveau national. On a un pic qui a été atteint en juin 2011, soit 3 trimestres après la mise en place du dispositif. Entre septembre 2011 et mars 2012, on a un nombre d'allocataires qui diminue doucement au niveau national, alors qu'en France, au niveau régional, la tendance est inverse. Et par la suite, les effectifs diminuent jusqu'en septembre 2012, et depuis, on observe une stabilisation des effectifs sur les 2 niveaux. Alors, au regard des taux de pauvreté que je vous ai présentés précédemment, on peut trouver ce nombre de jeunes concernés plutôt faible. Donc, ça peut s'expliquer par les conditions d'attribution que je vous ai évoquées juste avant, donc avoir travaillé l'équivalent de 2 années à temps plein sur les 3 dernières années. L'exemple des jeunes en alternance est assez parlant. Le fait d'avoir une journée de formation par an est décompté de ce calcul d'équivalence de 2 années, et donc complexifie l'atteinte de cette équivalence. Parallèlement à ce dispositif, dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale qui a été mis en place cette année, une garantie jeune a été créée en octobre et actuellement en test sur 10 territoires. L'objectif de cette garantie, c'est réduire l'écart entre le taux de chômage des jeunes et celui des autres actifs et de lutter contre la pauvreté des jeunes. À travers un contrat d'engagement réciproque entre le jeune et le service public de l'emploi, une allocation équivalente au RSA est versée au jeune en échange de son engagement à déclarer ses ressources tous les mois et à respecter les prescriptions du service public de l'emploi, qui sont la participation au groupe de travail, suivre une formation, accepter des offres d'emploi ou de stage, rechercher un logement, recevoir des soins, etc. Le public visé, c'est celui qu'évoquait ma collègue précédemment. Ce sont les jeunes ni à l'école ni en formation. On va y revenir cet après-midi très largement. Vous pouvez passer rapidement là-dessus, avec notamment le représentant de la Directe qui nous fera un petit exposé sur cette question. Très bien. C'était juste pour contrebalancer un peu le RSA jeune. Et de fait, je vous remercie de votre attention. Et voilà pour le portrait social. Merci beaucoup.
C'est vrai que c'est toujours bien de mettre un peu de chair sur les chiffres que vous présentez, mais c'est vrai qu'on y reviendra aussi cet après-midi, puisque nous avons 2 départements dans les 10 qui sont en région PACA sur l'expérimentation de la garantie jeune, donc nous ferons un point précis sur la question. Mais je suis sûre que ce rapide exposé, je vous remercie de votre concision, aura amené quelques questions, des questions de compréhension, peut-être des questions aussi pour revenir sur les propos de Françoise Lorcerie autour des questions de l'autonomie. On a un petit temps de débat. Les chiffres ne vous ont pas assommé, ils étaient présentés de manière très très simple. Oui, je vous remercie de bien vouloir allumer votre micro et nous dire qui vous êtes lorsque vous prenez la parole. Oui, bonjour, Idoia de Ponsan du CROUS. Une précision par rapport à la notion de pauvreté des jeunes. Qu'est-ce qu'on prend en compte, en fait, étant donné que beaucoup des jeunes n'ont pas accédé à l'autonomie, est-ce qu'on prend en compte les revenus, y compris quand ils habitent chez eux, en famille? Alors justement, c'est ce que j'expliquais. J'expliquais, mais très brièvement en même temps, je n'ai pas voulu m'attarder là-dessus. Le calcul en fait du niveau de vie qui sert à évaluer le niveau de pauvreté des personnes, ça prend en compte l'ensemble des revenus du foyer, y compris les prestations sociales familiales, on enlève les impôts. Et donc de fait, si l'étudiant par exemple est rattaché au foyer fiscal de ses parents, il est pris en compte dans le calcul du niveau de vie. S'il n'a pas de ressources, il apporte 0 ressources, par contre il compte comme une part dans le calcul. Donc il diminue le niveau de vie de son ménage, composé par ses parents et par lui-même. Et donc ça peut expliquer que du fait de ce rajout, le niveau de vie du ménage passe en dessous le seuil de pauvreté. Si le foyer, par contre, il appartient à un foyer fiscal en son nom propre, pour le coup, s'il n'a pas de revenus, forcément, il est sous le seuil de bas revenus. Et s'il a des revenus, selon la composition de son propre ménage, on va diviser les revenus du ménage en fonction de cette composition. Voilà. C'est plus clair? Est-ce qu'il y a d'autres questions à nos 2 intervenants? Oui, Christine. Oui. Bonjour, Christine Charnet pour le Pacte des Bouches-du-Rhône. Moi, j'avais une question à Mme Lorcerie sur la question des NEET, en fait. J'avais lu un article aussi dans Le Monde qui disait qu'il y avait environ 900 000 jeunes qui étaient concernés et qui avaient déjà intégré le fait qu'il n'y avait rien pour eux, pour faire un très court. Est-ce qu'il y a un focus particulier? Est-ce qu'il y a, j'allais dire, une étude particulière sur cette tranche de population-là ou pas du tout? Je ne connais pas directement, là, il faudrait que je cherche rapidement, mais je n'ai pas en tête, simplement je suis sûre que ça a été décrit du point de vue statistique. C'est-à-dire qu'on sait quelles sont les caractéristiques statistiques de ces NEET, d'un point de vue en particulier des origines sociales, du point de vue des âges, etc. Mais je ne pense pas à une étude plus processuelle, plus qualitative sur ça. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Mais par contre... Je pense que vous avez des idées. Moi, j'ai pas eu non plus vent d'une étude spécifique. Je sais qu'il y a un indicateur qui fait partie des indicateurs sociodépartementaux que met en ligne l'INSEE, qui semblerait se rapprocher effectivement de cette définition. Donc ça pour la partie statistique. Maintenant en termes d'études, je ne sais pas du tout s'il y a effectivement des choses plus complètes qui ont été faites sur ces populations-là. Vous souhaitez savoir des caractéristiques plus précises? Alors, ce n'est pas forcément les caractéristiques, mais je suis très étonnée parce que c'est quand même de ces jeunes-là dont on parle aujourd'hui. Ceux qui sont ni en emploi, ni à l'école et ni en formation. La catégorie elle-même, la conceptualisation de cette catégorie elle-même est relativement récente. D'accord. En fait, c'est aperçu de ça.
Bon, alors, tous les espoirs sont permis. Ah ben voilà, il faut attendre. Merci. Ceci dit, un nombre de choses qui sont décrites, par exemple, dans ce que je travaille, j'ai exposé sur Véronique Borde ou d'autres études de cette nature sont intéressants à lire dans cette perspective. Hein. C'est de cela qu'il s'agit quand même. Oui, bien sûr. Merci. Une autre question avant de passer à notre première table ronde? Non. Écoutez, je vais vous proposer qu'on enchaîne. Je remercie nos intervenants. Que l'on enchaîne donc sur le premier de nos ateliers autour du thème du logement. Alors Bertrand Schwartz, à qui vous faisiez allusion ce matin, disait on ne peut pas se qualifier dans un environnement non qualifiant. Il me semble que l'habitat en fait partie. On va essayer de regarder cela avec les personnes à qui je vais demander de bien vouloir me rejoindre en tribune. Donc Claire Guichet, merci. Francis Kahn, Véronique Simonin et Idoia de Poncin, s'il vous plaît.